cela a été rappelé, en droit européen et en droit international. Et nous travaillons en droit et politique de l'environnement. Donc le droit et les politiques pour la biodiversité, c'est en fait une matière qui est très abondante, qui est tout à fait passionnante. Et on ne va pas pouvoir, dans le temps qui est très limité, on ne va pas pouvoir l'explorer véritablement en détail. Notre objectif, c'est juste de vous donner quelques repères pour pouvoir ensuite répondre à vos questions durant le temps de discussion. Alors, pour commencer tout de suite, d'abord, avec la notion de biodiversité, je pense que ça a été abordé ce matin, mais pour en rappeler les contours sous l'angle juridique. Et d'abord, rappeler que on est passé, en réalité, s'agissant de cette notion de biodiversité, du concept de diversité biologique à celui de biodiversité. Le concept de diversité biologique, il est relativement récent puisque l'expression est apparue dans les années 1980 et pour désigner la diversité des formes de vie sur Terre. Et cette expression de diversité biologique, elle a été contractée en biodiversité. Ça a été suggéré par un biologiste américain, c'était en 1985. Donc avec biodiversité, on a un terme qui est plus court, plus percutant, et c'est ce vocable qui est entré véritablement dans le langage courant et qui a convaincu aussi bien les militants écologistes, les décideurs, les médias et finalement le grand public. C'est ce terme qui est passé dans le langage public. Et ce passage donc de diversité biologique à biodiversité, c'est celui d'un concept relativement technique utilisé par des cénacles scientifiques à un concept interdisciplinaire, donc lancé dans le débat public pour attirer l'attention, un concept construit socialement autour d'enjeux, enjeux institutionnels, enjeux juridiques, enjeux politiques, enjeux économiques, enjeux culturels. Cette diversité biologique ou biodiversité, elle est définie par le grand texte de droit international en la matière, qui est la Convention sur la diversité biologique. Elle est définie comme indiqué dans la présentation comme suit. La variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris entre autres les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, et les complexes écologiques dont ils font partie. Cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. C'est une définition très complète qui met l'accent véritablement sur ce que les scientifiques considèrent comme étant les 3 niveaux de biodiversité. D'abord, le niveau de la diversité génétique, la diversité donc au sein d'une espèce, la richesse génétique, qu'on appelle aussi diversité intraspécifique. Ensuite, le niveau de la diversité interspécifique, qui est la diversité entre les espèces, et pour simplifier le nombre d'espèces. Et enfin, troisième niveau, la diversité des écosystèmes, soit des relations entre les espèces et leurs habitats. Et ici, on voit que donc ce concept scientifique transcrit dans une convention internationale, un texte juridique, c'est un concept qui est tout à fait englobant. C'est un concept qui nous permet un changement d'échelle à la fois spatial et temporel, un changement d'échelle spatiale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'en pensant biodiversité, on change effectivement d'échelle spatiale. La disparition d'une espèce, même d'une espèce qui est endémique à une zone déterminée, ou voire même une zone isolée. Donc, cette disparition d'espèces, elle n'a pas seulement une portée locale, elle a bien sûr une portée locale, mais pas seulement une portée locale, elle acquiert aussi une portée globale, puisque cette disparition, elle va participer finalement à la crise de la biodiversité, qui est une crise planétaire. On parle là d'une menace globale à l'environnement. C'est aussi un changement d'échelle temporelle, puisque finalement, on passe de la disparition d'une espèce ne va pas avoir seulement des conséquences ici et maintenant, mais
en s'ajoutant à d'autres disparitions, en s'ajoutant à d'autres extinctions, elle va participer d'une crise qui peut s'analyser à l'échelle des temps géologiques, comme la dernière crise, la dernière grande crise qui a conduit à la disparition des dinosaures. Et enfin, cette biodiversité, il faut être conscient du fait qu'il s'agit d'un système qui est à la fois complexe, vivant et évolutif. Ce concept englobant, c'est un concept complexe. La biodiversité, ça n'est pas du tout une catégorie achevée, c'est un objet qui est évolutif, dynamique. La biodiversité a toujours évolué, elle évolue naturellement, elle évolue aussi sous l'action de l'homme. C'est aussi englobant parce que c'est non seulement une addition d'entités, mais peut-être aussi, surtout, une addition d'entités, mais aussi peut-être surtout des relations entre ces entités. La diversité, ce sont des processus, ce sont des systèmes, des sous-systèmes qui sont instables, qui changent, qui se déplacent dans l'espace au cours du temps. Et tout cela n'est vraiment pas facile à prendre en compte juridiquement parce que le droit est naturellement plutôt fixiste et il a du mal à prendre en compte ces processus qui sont à la fois des processus complexes et des processus évolutifs. Alors, quel est dans ces conditions le rôle du droit et des politiques? Le rôle du droit, ça va être d'abord de reconnaître les valeurs de la biodiversité. Et j'ai indiqué ici des valeurs qui ont été reconnues dans des textes de loi, des textes régionaux du droit de l'Union européenne ou dans des textes internationaux. Reconnaître les valeurs parce que c'est en donnant une valeur à la biodiversité, en reconnaissant la valeur de la biodiversité, qu'on va ensuite pouvoir orienter sa politique de protection de la biodiversité. Et selon les textes, la valeur reconnue à la biodiversité peut être très différente. Historiquement, on a d'abord reconnu à la biodiversité plutôt une valeur instrumentale, c'est-à-dire qu'on a protégé la biodiversité en tant que ressource parce qu'elle était utile à l'homme et c'est ainsi que les premiers textes ont porté par exemple sur les poissons ou ce qu'on appelait les insectes utiles à l'agriculture comme les insectes insectivores, les oiseaux insectivores, donc des espèces utiles à l'homme. Donc c'est une première raison pour protéger la biodiversité. Dans d'autres textes, on va reconnaître à la biodiversité une valeur patrimoniale. On la protège parce qu'on considère que c'est un patrimoine national, c'est ce que reconnaît le droit français, un patrimoine européen. Il y a également des textes européens qui font cette reconnaissance, ou un patrimoine international, le patrimoine de l'humanité. Des textes aussi reconnaissent une valeur intrinsèque à la biodiversité, et c'est-à-dire qu'ils justifient alors qu'on protège la biodiversité en elle-même, pour elle-même, indépendamment de l'utilité qu'elle peut avoir pour l'homme. Il y a des textes dans les années 1980-1990 qui ont porté cette reconnaissance d'une valeur intrinsèque. Plus récemment, on assiste plutôt à un retour d'une valeur instrumentale avec la notion de service écosystémique sur laquelle on pourra revenir plus tard. Donc, reconnaître les valeurs de la biodiversité, c'est aussi bien évidemment s'attaquer aux causes de la crise. Et ici, j'ai recensé les 5 causes de la crise que connaît la biodiversité, telles qu'elles sont établies dans le rapport de l'IPBES, qui est le GIEC de la biodiversité, dans son dernier rapport rendu au printemps 2019. Les causes de la crise de la biodiversité, selon ce rapport, sont dans l'ordre d'importance. Premièrement, les changements d'usage des terres et de la mer, entendu par là l'urbanisation, l'aménagement du territoire, la déforestation. Donc première cause. Deuxième cause, l'exploitation directe de certains organismes, qu'il s'agisse de l'exploitation de certains bois ou de poissons par exemple. Le changement climatique est aujourd'hui la troisième cause de la crise que connaît la biodiversité et qui est une cause qui est probablement appelée à s'aggraver dans le futur, selon les experts de l'IPBES.
la pollution en quatrième position, et enfin l'invasion d'espèces exotiques envahissantes. Toutes causes auxquelles doit s'attaquer le droit, auxquelles doivent s'attaquer les politiques. En la matière, le droit, il est ancien. La première réserve naturelle aurait été créée au XIVe siècle avant Jésus-Christ par le pharaon Akhénaton. Le premier édit protégeant différentes espèces de la faune sauvage aurait été adopté au IIIe siècle avant Jésus-Christ par un empereur indien, l'empereur Asoka. Mais ces textes et ces tentatives sont restés quand même dans l'ensemble isolés et véritablement les développements normatifs sont intervenus au XXe siècle avec de premiers instruments que vous trouvez listés sur la diapositive, par exemple le traité de Londres pour la protection de la faune sauvage en Afrique en 1900 ou la Convention de Paris sur la protection des oiseaux utiles à l'agriculture. En réalité, la phase de développement majeur du droit et des politiques pour la biodiversité va avoir lieu à partir des années 1970. En la matière, le droit, c'est un droit qui est multiniveau. Il est mondialisé. Et finalement, il est mondialisé parce que le droit international de l'environnement, le droit international de la biodiversité a eu une influence très importante sur les droits nationaux. C'est en droit international qu'on a développé des régimes juridiques venus protéger telle espèce, tel groupe d'espèces ou venus réglementer telle ou telle activité. Donc définition de régimes internationaux et définition finalement de référentiels mondiaux qui sont véritablement venus influencer les droits nationaux. On assiste en quelque sorte à une mondialisation du droit et on peut dire dans une certaine mesure, avec cette influence du droit international, une acculturation ou une standardisation des droits nationaux qui peu ou prou vont utiliser les mêmes techniques et viser les mêmes objectifs, qu'on soit au nord, qu'on soit au sud. Un droit mondialisé avec le développement donc non seulement du droit international mais aussi d'un droit régional. Ma collègue y reviendra dans un instant. Pour nous, sur le continent européen, notamment sous l'influence de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe. Et évidemment aussi un droit national avec des développements, comme je le disais, sur tous les continents, que ce soit donc à l'échelle nationale, mais aussi jusqu'à une échelle locale. Donc, quelques mots sur le droit international avant de passer la parole à ma collègue. En droit international, il faut juste rappeler qu'il existe de nombreuses conventions régionales qui sont venues protéger la nature. C'est le cas en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie. Il existe aussi des conventions qui protègent certains écosystèmes ou certaines ressources. C'est le cas par exemple des mers régionales comme la mer Méditerranée qui a une convention, sa convention de Barcelone, avec des protocoles qui portent sur la biodiversité, ou c'est le cas aussi de textes qui sont venus protéger les montagnes, par exemple un massif montagneux comme celui des Alpes ou celui des Carpates, ou encore de conventions qui portent sur les pêcheries. Il existe également des conventions qui sont des conventions sectorielles qui concernent un secteur, un domaine donné ou des espèces données et qui ont une vocation cette fois non pas régionale mais universelle, c'est-à-dire que tous les États du monde sont invités à en faire partie. Et en particulier, je voudrais citer ici celles qu'on appelle les Big Four, qui sont les 4 conventions mondiales sur la nature, qui sont les 4 principales conventions mondiales sur la nature. La première convention a été adoptée en 1971, c'est la convention relative aux zones humides d'importance internationale, qu'on appelle la convention de Ramsar, et qui protège donc les zones humides, un écosystème particulier, rare et fragile, mais aussi extrêmement riche en biodiversité. Deuxième convention, la convention de l'UNESCO qui concerne la protection du patrimoine mondial, naturel et culturel. Elle a été adoptée à Paris en 1972 et elle cherche à protéger les sites les plus importants, des sites dont on peut considérer qu'ils relèvent d'un patrimoine mondial, d'un patrimoine de l'humanité.
en troisième position la CITES, une convention de Washington qui date de 1973, qui, elle, réglemente le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, qu'il s'agisse des pangolins, des éléphants pour leur défense, des rhinocéros, des orchidées, des cactées. C'est une convention qui est venue finalement lutter contre une menace importante pour la biodiversité. Et enfin, la Convention de Bonn de 1979 qui porte, elle, sur les espèces migratrices qui appartiennent à la faune sauvage et qui se décompose en une myriade d'accords plus spécialisés qui portent sur des groupes d'espèces. Donc voilà des conventions qui finalement sont antérieures à l'invention même de la notion du concept de biodiversité, mais qui protègent certains éléments de la biodiversité et parfois même de manière relativement utile. Je voudrais mentionner, pour terminer sur le droit international, la Convention de Rio sur la diversité biologique. Je l'ai mentionné déjà en introduisant mon propos. C'est une convention qui a été adoptée en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio, qui est donc une convention à vocation universelle, mais elle concerne toute la diversité biologique dans ces trois niveaux que j'évoquais tout à l'heure, toute la diversité biologique, mais aussi tous les états de la planète et donc et toutes les activités. Donc c'est une convention qui est très générale dans son objet, qui est très générale par son champ d'application. C'est une convention cadre qui a donné naissance à des protocoles plus spécialisés et qui a donné naissance aussi à ce qu'on appelle les objectifs d'Aichi, qui ont été adoptés en 2010 par une décision de la COP, de la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, et qui sont une série d'objectifs chiffrés que se donnent les États, par exemple s'agissant d'atteindre un pourcentage de leur territoire terrestre ou marin en zone protégée. Des objectifs chiffrés sur la mise en œuvre, dont on fait régulièrement le bilan de la mise en œuvre. Ces objectifs d'Aichi sont importants parce qu'ils ont diffusé à l'échelle internationale et en particulier, ils ont été repris en grande partie par ce qu'on appelle les ODD, les Objectifs mondiaux de développement durable, qui ont été adoptés par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, en 2015 et qui forment l'ossature du grand programme mondial de développement de l'ONU jusqu'en 2030. Et donc, pour terminer véritablement, aura lieu, mais je crois que ça a été mentionné ou ça sera mentionné, aura lieu à Kunming en Chine à la fin de 2020 la COP 15, donc la 15e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique. Ce sera une COP très importante parce que l'objectif est de faire le bilan des objectifs d'Aichi, qui pour la plupart arrivent à expiration en 2020, et de définir un nouveau cadre pour le post-2020, qui serait un petit peu l'équivalent de l'accord de Paris pour le climat, mais s'agissant de la biodiversité. Alors, pour le droit européen, un droit européen de la biodiversité, peut-être avant de commencer, je voudrais évoquer rapidement l'action de l'Union européenne en matière d'environnement, pour dire simplement que les institutions de l'Union européenne, la Commission, le Parlement, le Conseil, ont depuis les années 60 adopté plus de 700 textes en matière de protection de l'environnement, des directives, des règlements qui régissent à peu près aujourd'hui tous les risques, toutes les activités, tous les milieux. Donc un ensemble assez exhaustif en tout cas. Ces textes s'imposent aux États membres en vertu de plusieurs principes qu'il me semble important de rappeler rapidement. Le principe de primauté, ça signifie tout simplement qu'un texte qui est adopté à l'échelon de l'Union européenne et prime le droit national, s'impose au droit national. Le principe de l'effet direct également, qui signifie que chaque individu, vous et moi, pouvons saisir un juge national pour lui demander d'appliquer une norme européenne. Enfin, autre élément important, me semble-t-il, un État qui viole ses obligations peut être condamné par la Cour de justice de l'Union européenne au paiement d'une amende, d'une astreinte, voire même les deux. Tout ça pour dire que c'est un droit qui est assez contraignant pour chaque État. Donc en matière de biodiversité, l'action de l'Union ne s'inscrit pas du tout dans un contexte vierge, au contraire, elle s'articule, s'inspire, prolonge, applique, complète
les instruments qui ont été adoptés à l'échelle internationale et qui viennent de vous être présentés. C'est dans le sillage de la Convention de Bonn et de Berne, adoptée en 1979, qu'ont été adoptées euh, euh, deux directives européennes qui forment ce qu'on peut appeler la colonne vertébrale de la politique européenne en matière de biodiversité. Donc ces deux textes sont la directive, ce qu'on appelle la directive oiseaux d'un côté, et la directive qui date de 1979, et la directive qui s'intitule Directive relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, mais qu'on appelle également la directive Habitat ou la directive Natura 2000. Alors peut-être, avant de développer ces deux textes-là, une remarque pour dire que, ça a été dit tout à l'heure, les causes de l'érosion de la biodiversité sont si nombreuses, les liens entre biodiversité et environnement sont si nombreux, si étroits, que le droit de la biodiversité paraît se confondre avec le droit de l'environnement dans sa globalité. Donc si je présente aujourd'hui ces deux textes-là, je n'oublie pas que, en réalité, de nombreux textes non spécifiques à la biodiversité ont un impact important sur sa conservation. Je pense par exemple, pour donner un seul exemple parlant, toutes les normes relatives à la politique agricole commune à l'échelle de l'Europe, évidemment, ont une influence importante sur la biodiversité du continent. Donc pour revenir à nos deux directives phares, quelques mots d'abord pour commencer sur la directive oiseaux. La directive oiseaux donc, a été adoptée en 1979. Elle met en place la conservation des habitats des oiseaux, d'un côté, par l'intermédiaire d'un classement en zone, et des oiseaux eux-mêmes, par le biais, cette fois-ci, d'interdictions. Alors, interdiction de tuer, de capturer, mais aussi de perturber, de détenir, de commercialiser les espèces d'oiseaux protégés. Une série de dispositions est consacrée à la chasse et à la commercialisation du gibier. Cette partie de la directive en particulier a connu des difficultés d'application conséquentes, a donné lieu à un contentieux important, notamment en ce qui concerne la fixation des périodes de chasse et notamment en ce qui concerne la France. La directive Habitat à présent, la directive de 1992, ou qui est aussi dite directive Natura 2000, parce qu'elle met en place le réseau Natura 2000, un réseau donc qui correspond précisément à ce que prévoyait la Convention de Rio, qui prévoyait la protection de la biodiversité en mettant en place des réseaux à différentes échelles pour assurer la cohérence finalement de la protection. Donc beaucoup de choses à dire sur ce texte. Je vais me concentrer sur quelques-unes de ses spécificités. La première, sans doute, en lien avec ce qui a été dit précédemment, le texte de la directive promeut la protection de l'environnement, de la biodiversité, pour elle-même, c'est-à-dire sans lien direct avec la protection des intérêts humains. Il représente à cet égard un tournant dans la politique européenne de protection de l'environnement. Il marque finalement le passage à une autre phase de la protection de l'environnement. Par ailleurs, autre originalité sans doute de ce texte, c'est un texte qui met largement en œuvre le principe dit de subsidiarité, un principe de subsidiarité qui veut que les décisions soient prises le plus proche possible du citoyen ou du problème le plus localement possible. Et effectivement, dans ce texte-là, les États membres disposent d'une marge de manœuvre conséquente pour choisir les mesures qu'ils peuvent mettre en place pour assurer les objectifs de la directive. Notamment, on leur donne le choix entre adopter des législations, des règlements ou alors de conclure des contrats avec les propriétaires de certaines parcelles de terrain. Donc dans ce texte-là, l'objectif de prévention, d'abord, évidemment, est prioritaire. Il passe par l'obligation de réaliser une évaluation des incidences, une étude d'impact, pour tous les plans, tous les projets qui ne sont pas forcément situés sur un site Natura 2000, mais qui sont susceptibles d'avoir un effet négatif sur ces sites. Donc, obligation d'analyser préventivement les effets négatifs de ce projet sur la biodiversité. Mais il faut dire également que ce texte ne vise pas une
mise sous cloche de la nature et que donc des possibilités de dérogation sont prévues par le texte lui-même. Concrètement, lorsqu'un projet, un plan a été soumis à une évaluation des incidences et lorsque cette évaluation des incidences a des conclusions négatives, le plan ou le projet peut tout de même être approuvé, à condition évidemment, à condition qu'il n'y ait pas de solution alternative, qu'on soit en présence de raisons impératives d'intérêt public majeur et en contrepartie de l'adoption de mesures compensatoires nécessaires pour assurer la cohérence globale du réseau. Donc, ce qui est spécifique dans ce texte-là, c'est sans doute ce point-là. Le texte prévoit donc le principe de la compensation écologique qui désigne l'ensemble des mesures qui sont prises pour compenser les effets menant à une perte nette de biodiversité d'un aménagement ou la réalisation d'un projet. Pour permettre d'évaluer l'effectivité peut-être de ces différents textes, je prendrai un exemple, celui de la forêt polonaise de Białowieża. La Pologne avait mis en place un vaste plan d'abattage d'arbres dans l'une des dernières forêts primaires d'Europe, entraînant une perte de biodiversité sur un site classé Natura 2000. Donc la Commission européenne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne et qui a rendu une ordonnance dans un premier temps, ordonnance rendue en 2017, dans laquelle la Cour ordonne à la Pologne, au titre de mesures provisoires, la cessation de l'activité d'abattage en menaçant cet État d'une astreinte journalière qui s'élève à 100 000 euros. Un arrêt en manquement a été ensuite finalement a confirmé ce manquement-là, mais la menace de la sanction a été efficace dans cette affaire-là. S'agissant du droit national, pour finir et pour prolonger finalement mes propos sur le droit européen, il faut mentionner 40 ans après la première loi sur la protection de la nature, qui était finalement la première grande loi environnementale française, que le droit français s'est doté d'un texte spécifique à la biodiversité, la loi du 8 août 2016, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il est sans doute trop tôt pour se prononcer sur l'apport de ce texte, mais quand même, il convient de montrer que ce texte contient quelques avancées importantes, selon nous. D'abord, il inscrit dans le droit français certains principes, comme le principe de non-régression du droit de l'environnement ou le principe de la solidarité écologique. Ensuite, c'est un texte qui organise la réparation du préjudice écologique. Alors le préjudice écologique, au sens où l'on cherche à réparer le dommage causé à l'environnement lui-même et pas à l'homme, à travers l'insertion dans notre code civil de 2 articles. Le premier, l'article 1246, prévoit tout simplement que toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer, parce que ce n'était pas inscrit dans notre droit tel quel jusque-là. Et ensuite, l'article 1249 de ce même code, qui prévoit tout simplement que la réparation du préjudice écologique doit se faire par priorité en nature, et non pas par le biais de dommages et intérêts. Le texte prévoit également un régime juridique de la compensation écologique, la compensation écologique que j'évoquais tout à l'heure, ce qui veut dire que le droit français enfin encadre ce mécanisme-là en disant dans quelles conditions il peut être mis en place, avec quel contrôle. Et pour prolonger ça, je dirais que ce texte français, cette loi de 2016, met en place l'Agence française pour la biodiversité, qui fusionne plusieurs autres agences françaises et qui conseillera les pouvoirs publics. Elle est notamment en charge du suivi des mesures de compensation écologique. Alors, nous allons retrouver donc nos 2 juristes, Ève et Sandrine. Et nous allons commencer par une question, donc une question forte, qui va donc ouvrir le débat. Alors, convention et objectif, hein, c'est la façon dont la question est posée, sont les bienvenus. Mais devant l'urgence et devant les intérêts financiers et politiques, donc de nos politiques gouvernementales, est-ce qu'il suffit de se fixer des codes de bonne conduite? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont associées à ces textes? International,
il est difficile d'aller très loin finalement à l'international. Il est difficile d'aller très loin finalement dans la réglementation. Et malgré tout, je pense que le droit international joue vraiment un rôle. La menace à la biodiversité est une menace qui est une menace globale. Et donc, il faut au moins un minimum de coopération internationale pour que l'action des États soit un minimum coordonnée. Et c'est le rôle finalement de ces différentes conventions internationales qui permettent aux États de coopérer et qui définissent des principes et des règles qui ont vocation à pénétrer les ordres juridiques internes. Et en l'occurrence, même s'il n'y a pas forcément de sanctions possibles quand les États violent les conventions, en l'occurrence, le droit international de l'environnement, et particulièrement de la biodiversité, a quand même véritablement influencé les droits nationaux qui ne seraient pas aujourd'hui ce qu'ils sont sans ce droit international. Les objectifs d'Aichi en particulier jouent un rôle stratégique qui est très important à l'échelle internationale. Pour prendre qu'un exemple, la Banque mondiale maintenant s'y réfère dans ses politiques de développement. Donc quand elle finance un projet, elle veille à ce que le projet respecte les objectifs d'Aichi et même concourt à leur mise en œuvre. Donc il y a en quelque sorte une mise en cohérence de l'action internationale et nationale grâce à ce type d'objectifs. Merci pour cette réponse complète. Autre question, alors très précise. Auriez-vous un exemple concret d'application de la loi du 18 août 2016? Alors, question très précise et je n'ai pas de réponse parce qu'en fait, il faut attendre un peu. Effectivement, je pense que plusieurs juges ont été saisis de dommages, de préjudices écologiques dans le cadre de cette loi. J'ai eu vent de quelques actions, mais il va falloir attendre finalement que les juges se prononcent pour savoir quelles mesures de réparation ils ont ordonnées, etc., etc. Donc la réponse, il faut attendre un peu peut-être pour avoir des exemples à vous donner. Question technique, d'un point de vue juridique. Alors, est-ce que vous pouvez préciser en quoi consiste une réparation de préjudice en nature? Oui. Alors en fait, alors réparer un préjudice en nature, ça signifie dans un premier temps qu'il faut évaluer ce préjudice. Donc l'action, le rôle du juge, c'est d'abord de dire voilà, ce qui a été perdu, c'est ça, c'est telle surface de tel milieu, avec les conséquences que ça entraîne sur l'écosystème en question. Et la réparation, elle consiste généralement à recréer les conditions du milieu qui existait avant le dommage. Donc on va replanter des arbres ou voilà, réintroduire des espèces. En fait, il s'agit de remettre la nature dans l'état dans lequel elle était avant le dommage, si c'est possible. Et si ça ne l'est pas, on prévoit des mesures qui compensent les pertes qui ont eu lieu en nature. Et c'est quelque chose de très technique. Le juge le fait en lien avec des experts spécialistes de l'écologie. Merci. Nous allons donc nous éloigner de l'Europe. En Nouvelle-Zélande, apparemment, la Nouvelle-Zélande s'est dotée d'un fleuve qui a acquis une personnalité juridique. J'imagine que c'est pour justement pouvoir défendre ce fleuve en justice. Est-ce qu'on peut faire la même chose en Europe afin de protéger, alors il y a des exemples qui sont posés, de protéger une zone humide, de protéger éventuellement le ciel nocturne ou une forêt? Oui, c'est une très bonne question. Effectivement, c'est une pratique qui a tendance à se développer, pour l'instant essentiellement dans des pays, du Sud, en Nouvelle-Zélande aussi, en Inde, en Amérique, du Sud. Mais, récemment, aux États-Unis, la personnalité juridique a été accordée à un lac. À ma connaissance, pas en Europe jusqu'à présent. C'est tout à fait quelque chose d'envisageable. Et ça va probablement arriver. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que symboliquement, c'est assez fort d'accorder la personnalité juridique à un élément naturel, mais ça ne résout pas forcément tous les problèmes. Donc, il faut être attentif aussi à mettre en place des mécanismes qui permettent finalement à la nature aussi de se défendre. Peut-être j'ajouterai simplement une précision pour dire que si ça n'existe pas
pour l'instant en Europe, en tout cas pas en France, c'est sûr. Il y a un mécanisme qui compense ça, c'est le fait que les associations de protection de l'environnement, elles, peuvent agir en justice pour défendre les intérêts de la nature. Donc c'est pour ça qu'on peut se demander si c'est véritablement utile aujourd'hui chez nous. À part le symbole, effectivement, qui est très important. Très bien. Donc, autre question sur justement la nature juridique des actes qui peuvent être commis donc à l'encontre de la nature. Que pensez-vous de l'adoption du crime d'écocide par le tribunal pénal international de La Haye? Alors, je pense que vous voulez parler de la Cour pénale internationale qui effectivement est à La Haye et qui peut juger des crimes de guerre, en particulier en lien avec l'environnement. Pour l'instant, on n'est pas allé plus loin dans la reconnaissance de l'écocide à l'échelle internationale. Il y a plusieurs projets, plusieurs propositions doctrinales en ce sens, mais les États pour l'instant, n'ont rien accepté. Et c'est vrai que la procureure de la Cour pénale internationale a fait un discours très, très fort en disant que la Cour était prête à aller dans ce sens, à aider les parquets nationaux dans le cadre de la répression des crimes environnementaux. Mais il faudrait que les États adoptent une nouvelle convention ou modifient le statut de la Cour pénale internationale pour reconnaître ce crime d'écocide. Pour l'instant, ça n'est pas une réalité. Alors, autre question assez proche, il s'agit de la Déclaration universelle des droits de la Terre du 27 avril 2010. Sont-ils vraiment établis ces droits et dans quelle mesure sont-ils respectés? Oui, merci beaucoup. Non, c'est une déclaration qui n'a pas du tout la même force que les déclarations adoptées par l'ONU ou les résolutions de la conférence des parties sur la biodiversité. C'est un peu un pavé dans la mare. Et pour l'instant, on est guère allé plus loin. Il y a des États qui ont reconnu dans leur constitution les les droits de la terre, les droits de la Pachamama. Donc, il y a un courant très en vogue, notamment en Amérique du Sud, mais à l'échelle internationale, pas de telle reconnaissance encore. Alors du coup, dans le fil de la question précédente, vis-à-vis de la forêt amazonienne, que peut faire le droit international? Et alors, question subsidiaire, que peut faire le droit international à l'égard justement du droit de chaque pays? Et parmi toutes les conventions, est-ce qu'il y a un moyen d'action concret pour protéger cet écosystème? Je pense que c'est une référence à la forêt amazonienne également. Mmh. Euh, Alors oui, c'est aussi une très bonne question. C'est vrai qu'il y a eu un débat politique et juridique, notamment le mois dernier, suite à l'augmentation des incendies dans la forêt amazonienne et même une prise de bec entre le président Macron et le président brésilien Bolsonaro à ce sujet. En réalité, c'est vrai que le droit international protège déjà la forêt amazonienne, ne serait-ce que la Convention sur la diversité biologique qu'on a mentionnée, qui prévoit que la biodiversité doit être protégée, y compris la biodiversité dans la forêt amazonienne. Et c'est une convention qui est ratifiée par le Brésil, qui est applicable au Brésil. Il y a aussi des règles coutumières en droit international qui font qu'un État n'a pas le droit de porter atteinte à l'environnement dès lors que ça a des conséquences sur les autres États ou sur les zones qui ne relèvent d'aucune juridiction nationale comme la haute mer. Donc le Brésil est tenu par ces règles, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de sanctions possibles finalement s'il ne respecte pas ces règles à ce jour. On peut le regretter, mais le droit international a plutôt une portée, une valeur incitative. Finalement, il pousse les États à agir. Il marche assez bien de ce point de vue, mais il ne marche pas toujours. Et quand ça ne marche pas, c'est vrai que c'est compliqué. Et donc, c'était le cas en l'espèce, où finalement, le président brésilien a rappelé que c'était aussi un conflit entre ses exigences nationales de développement et les exigences de protection de la forêt amazonienne comme poumon de la planète.
Alors, si on veut creuser la question, c'est une autre question justement en lien avec ce qui vient d'être évoqué. Est-ce qu'il faut reconnaître au lobby industriel la responsabilité justement de ce manque d'application de ces textes internationaux ou européens? Alors, comment répondre à cette Voilà, question? en fait, D'abord, on cherche des responsables. Hein, d'abord, premièrement, peut-être premier niveau de réponse, les, les- 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 les règles de droit, elles sont élaborées aussi avec, avec le lobbying et les entreprises. Donc, ils participent, ces entreprises participent aussi au premier stade, au contenu de la norme. Ça, il faut pas l'oublier. Ensuite, effectivement, l'idée de ce qui se passe après que la norme ait été adoptée et bafouée éventuellement. Est-ce que les entreprises sont responsables? Eh bien oui, et en fait, ce qui permet de répondre finalement à plusieurs questions qui viennent d'être posées, c'est peut-être jusqu'à présent, les sanctions n'existent pas réellement, on ne les a pas encore vues prononcées, mais il y a différentes actions en justice qui sont portées, notamment contre des entreprises multinationales, et qui probablement, à force, au moins dans certains cas, aboutiront à des sanctions de ces États. Alors, de ces entreprises, pardon. Alors, ça a déjà eu, enfin, c'est des choses qui ont déjà été faites. Hein. Je pense par exemple à quelque chose qui est ancien aujourd'hui, mais la catastrophe de l'Erika, notamment. Alors, c'est pas une sanction effectivement directement, enfin, proprement environnementale comme on peut l'évoquer aujourd'hui, mais il y a eu une action devant le juge français et Total a été condamné financièrement, effectivement, à payer des sommes qui correspondent à la réparation des dommages qu'ils ont pu causer. Alors, est-ce que c'est la bonne façon de condamner et de réparer? C'est pas sûr, mais en tout cas, il y a déjà ça. alors, si on continue toujours dans cette perspective, est-ce qu'on peut mettre en cause un État vis-à-vis de son inaction, par exemple, à l'égard d'un enjeu capital, que ce soit le changement climatique ou la biodiversité? Alors, là aussi, il y a plusieurs niveaux de réponse. Je pense globalement que la réponse est oui. On peut mettre en jeu la responsabilité d'un État. En tout cas, ça a déjà eu lieu. Euh, mais après, encore faut-il sans doute saisir le bon juge au bon niveau pour que ça produise des effets. Alors, on peut le faire au niveau national. C'est ce qui est fait en France actuellement avec plusieurs recours euh, qui, euh, qui sont récents hein, contre l'inaction de l'État en matière climatique. C'est fait également à l'échelon de l'Union européenne pour un manque d'ambition climatique. Et ce sont aussi des idées que l'on pourrait avoir pour ce qui est du droit international, mais là, peut-être les perspectives sont moins enthousiastes ou optimistes, puisque il faut effectivement dans le système international que chaque État ait accepté la compétence de la Cour internationale de justice, etc. Les recours, sans doute, sont plus pertinents au niveau national qu'européen et qu'international encore. Mais oui, la réponse, je pense, est oui. Très bien. Alors, le principe du pollueur-payeur, qu'est-ce qui nous manque dans le droit pour pouvoir justement l'instituer? Il est institué. Il est contenu dans différents textes à l'échelon international, européen et même national. Mais c'est un principe qui est d'une application assez complexe pour plusieurs raisons. Euh, D'abord, il s'agit de pouvoir évaluer concrètement le dommage qui a été causé. Et ça, le droit ben, est en train de se perfectionner. Sur ce point-là, on commence à savoir mieux évaluer le dommage, mais il faut encore après faire le lien entre ce dommage et une source de pollution, attribuer la source de pollution au bon pollueur, au pollueur qui effectivement est véritablement responsable. Euh, c'est probablement le principe avec lequel les juridictions ont le plus de mal à faire, mais il est quand même mis en œuvre, si ce n'est de manière, enfin en matière de réparation, il est mis en œuvre en tout cas d'une autre façon, il est mis en œuvre préventivement, par exemple en imposant aux entreprises, etc., un certain nombre de taxes, une participation financière finalement à la prévention et à la réparation des dommages, avant que le dommage ne survienne. Alors, un message d'indignation à l'égard de la directive ou des directives européennes sur les oiseaux sauvages.
en s'interrogeant sur ce qui peut justement laisser bafouer ces règles en France. Comment est-ce que c'est possible? Alors oui, probablement la France n'est pas le meilleur élève dans cette matière-là, et particulièrement en ce qui concerne la chasse. Mais l'action des associations devant les juges et nationaux et européens a été très très dynamique, et régulièrement les décisions d'ouverture précoce de la chasse, etc., sont condamnées par les juges. Donc la solution, elle est, je pense, surtout dans la vigilance des associations, le recours au droit et la mise en œuvre de décisions de justice. Après, concrètement, le contrôle de la chasse sur le terrain, ça c'est une autre difficulté, quoi. Alors, même type d'indignation, mais là, à l'égard des déchets qui sont déversés dans les fleuves et les océans par les entreprises. Question, comment est-ce que ça peut arriver d'abord, et ensuite, pourquoi ne sont-ils pas plus condamnés? Comment ça peut arriver? Je crois que je ne vais pas répondre à cette question, parce que j'imagine que ça arrive finalement très facilement par la volonté des entreprises de se débarrasser en fait de leurs déchets, parce que ça coûte très cher de s'en débarrasser proprement, on va dire. Quels sont les moyens d'action vis-à-vis de ces comportements-là? Ben, en fait, c'est encore une fois le moyen, le recours au juge, tout simplement. Et il y a un certain nombre d'affaires en fait assez célèbres, alors de scandales encore plus célèbres, mais dans lesquels en fait les juges ont été saisis pour faire condamner telle entreprise ou tel État pour avoir déversé illégalement ces déchets dans un fleuve ou dans la mer, ou les avoir fait transporter illégalement. Et effectivement, il faut attendre longtemps, les décisions ne sont pas forcément médiatisées, mais il y a des juges qui condamnent les entreprises, effectivement, à des dommages et intérêts ou à des sanctions pénales dans ces affaires. Simplement, probablement, aujourd'hui, dans notre droit, les sanctions, que ce soit les sanctions pénales ou le montant des dommages et intérêts, sans doute, n'est pas encore assez dissuasif pour que ces comportements prennent fin. Alors justement, à l'égard de ces dommages et intérêts, quelle est la destination de ces fonds? Est-ce qu'ils ont une destination particulière? Oui, alors effectivement, peut-être que c'est quelque chose que je n'ai pas eu le temps de développer sur la loi de 2016, qui prévoit la réparation en nature des dommages à l'environnement dans un premier temps, et si cela s'avère impossible ou trop difficile, l'attribution de dommages et intérêts qui sont spécifiquement alloués à la prévention, à la réparation des dommages et de l'environnement. Donc les associations qui agissent devant les juges, ce sont elles qui se voient attribuer ces dommages et intérêts pour pouvoir poursuivre leur travail de prévention, de vigilance, de protection de la nature. Bien, on va terminer par une question très générale. Et donc là, on renvoie donc à votre pédagogie. Est-ce qu'il y a un organisme de contrôle spécifique qui s'attache justement à l'application de ces lois en faveur de l'environnement, ou pour la défense de l'environnement? Il n'y a pas un organisme spécifique, il y en a plusieurs. Qu'on parle de chasse, qu'on parle d'installation classée, à chaque fois, il y a des mécanismes de contrôle spécifiques. Mais il y a des inspecteurs de l'environnement, inspecteurs au sens large, à l'échelle nationale. C'est quelque chose qui existe, même si très certainement, ils sont insuffisamment nombreux et ils n'ont pas suffisamment de moyens pour faire face à tous les besoins. Bien, merci beaucoup Sandrine Valjean-Dubois et Ève Thué d'avoir donc accepté de nous éclairer sur les questions juridiques et politiques de façon aussi pertinente et large.